quand vous rentrez dans un hôpital, quel qu'il soit, les gens, ils sont là pour vous. Ils sont là pour essayer de vous emmener le plus loin possible, le mieux possible. Il faut vraiment faire confiance à l'humain parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la molécule, mais l'humain est très très important. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast De vous à nous, le podcast de Licence. Cet épisode est la seconde partie d'un épisode diffusé à l'occasion de la campagne Juin Vert. La campagne Juin Vert qui est le mois de sensibilisation sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette deuxième partie, elle, s'inscrit dans la campagne Septembre Turquoise qui est le mois de sensibilisation dédié à la lutte contre les cancers gynécologiques. Pour cette seconde partie, nous sommes toujours accompagnés du docteur Eberst, oncologue médical à Licence, et de Stéphanie, patiente à Licence. Durant cet épisode, nous parlerons du parcours de Stéphanie, touchée par un cancer du col de l'utérus, ainsi que des perspectives qui se présentent en matière de recherche et de traitement à destination de toutes les patientes atteintes d'un cancer gynécologique. Pour commencer, docteur Eberst, est-ce que vous pouvez nous présenter les signes qui doivent pousser une patiente à aller consulter ? Donc, de façon générale, moi, ce que j'explique aux patientes, c'est que tout symptôme inhabituel qui persiste et qui s'aggrave dans le temps, déjà, ça doit être un signal d'alerte. Quand on parle plus particulièrement du cancer du col de l'utérus, malheureusement, on n'a pas toujours de symptômes d'alerte. C'est la plupart des temps des symptômes peu spécifiques, c'est-à-dire qui peuvent arriver dans d'autres situations que celui du cancer. Le plus fréquemment, on a des douleurs pendant des rapports, des saignements après des rapports ou éventuellement des saignements spontanés entre les règles. Et il peut y avoir d'autres symptômes qui témoignent d'une maladie parfois plus avancée. Des troubles du transit, c'est-à-dire une constipation inhabituelle qui persiste, des douleurs dans le bas-ventre, des difficultés à aller uriner. Et parfois on a donc des symptômes d'ordre plus généraux, mais la fièvre, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les symptômes sont assez peu spécifiques et dans certains cas, on a même des cas de cancer authentiquement métastatique où on a 0 symptôme. Donc, on n'a malheureusement pas toujours de signes d'alerte. Stéphanie, vous, il y avait des signes d'alerte qui vous ont poussé à aller consulter ? Période post-Covid, j'ai pensé être ménopausée parce que les règles, effectivement, se faisaient moins présentes. Et puis finalement, non, elles sont revenues. Comme quand on prend rendez-vous, elles reviennent. Suite à un rapport effectivement avec mon mari, j'ai constaté un saignement que j'ai jugé anormal. Alors vous dire pourquoi j'ai jugé celui-ci anormal versus d'autres, je ne me l'explique pas encore aujourd'hui, mais en tous les cas, je l'ai jugé anormal. Mais je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas de douleur spécifique. Un peu de ventre, mais bon voilà, après, quand on vieillit, le corps change, il faut l'accepter. Et voilà, donc la raison pour laquelle j'ai consulté ma gynécologue, ça a été effectivement un saignement anormal suite à un rapport. C'était la période des fêtes de fin d'année et on n'a pas forcément envie d'en parler autour de nous. On a envie de garder ça sous silence, de plus que la gynécologue m'a appelé le 24 décembre pour me dire que finalement c'était moins grave que ce qu'elle ne pensait, c'était juste précancéreux. Donc forcément, j'avais moins d'inquiétude, mais elle me conseillait tout de même de passer le scanner qui lui était prévu en janvier parce que même si on est dans un pays aujourd'hui où les moyens sont développés, malheureusement le temps parfois est un petit peu long. C'est pour ça que c'est très important dès lors où on constate ce genre de choses ou qu'on en a connaissance de tout de suite prendre les rendez-vous et d'être très bien entouré et accompagné. Donc j'ai fait ce scanner qui révélait finalement que possiblement non, c'était peut-être un petit peu plus grave. Et par chance, la personne m'a proposé de passer un IRM donc dans la foulée et pas de prendre un rendez-vous qui aurait pu durer encore 1 mois ou 2. Et l'IRM donc confirmait qu'il y avait une masse. Donc suite à ça, la gynécologue a décidé tout de suite, elle a eu les réponses le 4 janvier, donc vous voyez c'est très rapide. Et elle m'a pris rendez-vous avec un chirurgien afin de procéder à une biopsie pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Ce chirurgien, par précaution, m'a tout de suite envoyé faire un PET scan, donc qui permet d'identifier s'il y a des cellules cancéreuses et où elles se situent. Et comment je l'ai appris ? Post-Covid, on rentre seul dans un hôpital. Vous êtes censé être juste, non pas anesthésié, mais mis en sédation.
Et en fait, l'infirmière s'approche de vous et vous dit, le docteur va venir et va vous faire une anesthésie générale. Et là, elle voit dans mes yeux certainement que je comprends pas ce qui m'arrive et que je n'ai pas été informée avant, en fait, de cela. Et le docteur est arrivé et il m'a dit, voilà, le PET scan ressort comme ceci, donc je ne vais pas vous faire une sédation pour faire une biopsie, mais je vais vous poser donc une chambre implantable. Alors je sais ce que c'est, donc j'ai tout de suite compris. Mais pour un public moins averti, je pense que ça peut être très compliqué. Une chambre implantable ou une PAC, parce que souvent c'est un peu quand même le terme générique utilisé, c'est en fait une chambre qui va être implantée avec donc dans le corps, avec, Dr Hebert saura mieux un boîtier. C'est un petit boîtier sur lequel on peut brancher une aiguille. Et le boîtier, au bout du boîtier, il y a un cathéter qui va jusque dans les gros vaisseaux au niveau du cœur. Et c'est effectivement quelque chose qu'on utilise pour faire de la chimio. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous attendiez à avoir une biopsie et on vous pose un cathéter, donc ce qui signifiait que en fait, c'était plus grave que prévu. Derrière, c'était forcément pour moi chambre implantable égale chimiothérapie. Donc voilà, et c'est là où parfois effectivement c'est compliqué de se l'entendre, mais vous êtes là, donc de toute façon il faut y aller. Parfois les gens autour de vous ont eu eux-mêmes ce genre d'événement et ont les mots qui rassurent avant de vous endormir, ont les mots qui vont finalement vous emmener plus loin, là où je suis aujourd'hui. Et puis au réveil, c'était toujours cette histoire de post-Covid où finalement, votre mari est dehors, il sait pas, vous êtes censé ressortir au bout de 3 heures et en fait, ça fait 10 heures que vous êtes dans un hôpital et personne ne donne d'informations. Donc c'est pas une période facile, on va pas se mentir. Comme l'a dit une très bonne amie, c'est un mur. Tu as pris un mur dans la figure, donc maintenant tu vas le surmonter, tu vas le dépasser et tu vas avancer. La priorité, c'est de se laisser embarquer par le personnel soignant, de faire confiance, et c'est pas chose aisée parce qu'on remet entre leurs mains notre vie, donc notre bien le plus précieux. C'est pas ce qu'on détient, c'est pas ce que l'on est, c'est pas le titre sur une porte, non, c'est notre vie. Ce que vous avez traversé a en plus été amplifié par le fait que c'était la période du Covid. Et maintenant, on sait que pendant toute cette période de Covid, il y a eu un sous-diagnostic du cancer et que pour un certain nombre de patientes, ça a été dramatique parce que c'est une période où tous les scanners de ville se sont arrêtés, toutes les IRM de ville se sont arrêtées, des patientes qui avaient dû lutter pour un rendez-vous chez le spécialiste qui a été annulé et donc on a pris énormément de retard dans le diagnostic des cancers à cette époque qu'on a essayé de rattraper après, mais bon, c'est pas toujours aussi évident que ça parce que le temps est quand même en notre défaveur. Quand on fait de l'oncologie, perdre du temps, c'est jamais très bon. Et donc, ce qui s'est passé pour vous, c'est un petit peu typique de cette époque-là, où en plus de toutes les difficultés qu'on peut avoir pour accéder à certains examens, en plus, on n'a pas pu informer correctement vos proches. Les informations médicales circulaient peut-être aussi un petit peu moins bien, mais malgré tout, on y est quand même arrivé. Mais votre histoire, elle est finalement assez c'est l'histoire de toutes les patientes qui ont eu besoin de voir des spécialistes et de fréquenter les hôpitaux à une époque où l'accès y était quand même compliqué, quoi. Alors je n'étais pas prédestinée effectivement à venir sur Licans, étant plutôt d'une région un peu plus éloignée, mais c'est que quand c'est dans ce genre de parcours, malheureusement on essuie encore des déceptions où on rencontre d'autres praticiens qui vous disent non, on peut pas faire de radiothérapie parce que le bénéfice-risque n'est pas au rendez-vous, et puis vous voyez donc un premier professionnel qui vous dit je peux rien faire pour vous, puis un deuxième, et puis un matin vous avez quelqu'un qui vous appelle et qui vous dit on doit se voir à une date, mais je voudrais vous voir plus tôt car j'ai été contactée par Licans, par un médecin qui souhaite vous voir et faire des choses avec vous. Alors, dans le cas de Stéphanie, ce qui s'est passé, c'est que au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, il y a quand même eu une bonne nouvelle qui était l'arrivée d'un nouveau protocole de recherche. Dans le cas de Stéphanie, elle l'a dit un petit peu en préambule, sa maladie était métastatique, c'est-à-dire que on a procédé dans son cas comme on procède dans tous les cas, c'est-à-dire que quand on vous fait un diagnostic de cancer, on essaye de faire un état des lieux de la maladie. Ça s'appelle dans notre jargon un bilan d'extension, c'est-à-dire que on va prescrire un ou plusieurs examens pour aller regarder quel est le stade de la maladie. Est-ce qu'elle est localisée au col ? Est-ce que ça a déjà dépassé le col de l'utérus, envahi d'autres organes qui sont à proximité ? Donc quand on est dans le cas du col de l'utérus, on a parfois de très grosses tumeurs qui peuvent aller toucher la vessie qui est juste en avant, toucher le rectum qui est juste en arrière.
toucher les ganglions, et parfois même au-delà des ganglions, on peut avoir des métastases dans d'autres organes, le poumon par exemple, ou des ganglions qui sont très éloignés du col, parfois jusqu'au niveau de la région sus-diaphragmatique, des ganglions qui sont localisés jusqu'au niveau des clavicules et entre le cœur et les poumons. Donc ça, c'est systématique. Et dans le cas de Stéphanie, elle a parlé du TEP scanner, c'est effectivement comme ça qu'on a découvert le diagnostic de métastases ganglionnaires. Donc dans son cas, les métastases étaient déjà très éloignées, donc elle était au stade 4, et c'est effectivement un stade où on ne peut plus proposer de traitement local. Et à ce stade, la probabilité de guérison est assez faible, voire inexistante du moins à l'époque, avec les traitements qu'on avait en 2020. Donc en 2020, on était en train de tester dans le cancer du col une nouvelle catégorie de médicaments qui s'appelle l'immunothérapie. Et il se trouve qu'au moment où on a fait le diagnostic de cancer métastatique pour ma patiente, arrivait un protocole où on cherchait à évaluer l'intérêt de l'immunothérapie. Et c'était un protocole qu'on appelle un protocole de phase 3. Donc la phase 3, c'est la dernière étape de développement d'un nouveau médicament. Il faut faire une phase 3 avant de pouvoir le commercialiser. Et il faut que cette phase 3 soit positive. Donc c'est ces fameuses études où on compare le médicament soit à un placebo, soit au traitement standard existant. Et donc dans le cas de Stéphanie, on lui a proposé de participer à un protocole où soit on avait chimiothérapie plus thérapie ciblée, soit on avait chimiothérapie plus thérapie ciblée plus immunothérapie. Et donc le fait de tomber dans un groupe ou dans l'autre se fait par le biais d'un tirage au sort. On savait déjà que l'immunothérapie était très prometteuse dans le cancer du col de l'utérus. On avait fait des études de phase 1 et 2 pour démontrer ça. Et donc l'étape d'après, c'était d'aller plus loin et de montrer qu'il y avait vraiment un bénéfice à rajouter de l'immunothérapie à notre traitement standard. Et l'étude venait d'ouvrir au moment où on a fait ce diagnostic de cancer. Donc nous, les oncologues, on travaille en réseau. Donc où que vous soyez soignés, pour les gens qui vont nous écouter, normalement, votre oncologue est en contact avec d'autres oncologues qui travaillent peut-être dans d'autres villes de la région ou même de l'interrégion. Et on sait dans quel centre il peut y avoir des protocoles de recherche intéressants pour les patients. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Stéphanie. C'est son oncologue qui lui dit « Attendez, mais je vais vous envoyer à Strasbourg parce qu'à Strasbourg, ils ont un nouveau protocole de recherche avec de l'immuno. » Et il avait déjà compris que c'était quelque chose qui était extrêmement intéressant dans son cas. Et donc, Stéphanie est venue à Strasbourg et on lui a proposé de participer à ce protocole de recherche. Avant de poursuivre et notamment de revenir à cette question en effet du tirage au sort qui peut-être peut paraître surprenante pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez définir rapidement ce que c'est l'immunothérapie ? Stéphanie, avant qu'on fasse l'enregistrement, vous nous avez donné une explication assez imagée mais qui, je trouve, fonctionne bien. Oui, donc l'oncologue, effectivement, m'a expliqué tout simplement qu'on avait tous à un moment de notre vie la pathologie du cancer qui pouvait se développer et que notre corps, lui, faisait le gendarme et essayait en tous les cas de maintenir les méchants. Mais que malheureusement, parfois, la maladie se déclenchait et que pour ce faire, il fallait faire un traitement. Donc on avait les moyens d'aujourd'hui qui sont la chimiothérapie et les moyens de demain qui seraient l'immunothérapie. L'immunothérapie, pour lui, l'image, c'était le GIGN. Donc qui venait vraiment avec des bras beaucoup plus musclés et qui avait surtout, et c'est ça qui est très important, une fonction mémoire, donc qui resterait dans le temps, dans le corps et aurait cette fonction justement de venir combattre a fortiori, voilà. Je veux bien compléter un petit peu. Donc, dans l'arsenal thérapeutique qu'on a pour le cancer du col de l'utérus, on a un certain nombre de traitements qui sont historiques. La chimio. La chimio, c'est, si on reste dans la métaphore, c'est une espèce d'arme de destruction massive. C'est un gros bazooka qui vient tirer dans le tas, qui dégomme les cellules tumorales. Ça agit comme un poison, qui vient empêcher les cellules tumorales de se multiplier parce que une des caractéristiques des cellules tumorales, c'est qu'elles prolifèrent de façon anormale. Donc, si on les empêche de se diviser, le cancer s'arrête. Donc ça, c'est le principe de la chimio. Le souci avec la chimio, c'est qu'on a rarement un effet durable. C'est-à-dire que ça va marcher le temps de faire la chimio, éventuellement un petit peu une fois que vous l'avez arrêtée, pendant quelques mois. Mais malheureusement, très souvent, malgré la chimiothérapie, le cancer peut revenir. C'est le cas dans le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui est plutôt sensible à la chimio, d'ailleurs. Quand on fait de la chimio, on a souvent un bon résultat, mais qui se maintient pas dans la durée.
Après l'arrivée de la chimiothérapie, on a eu les thérapies ciblées. Donc les thérapies ciblées, le principe général, c'est que c'est plus une arme de précision. On peut comparer ça à un fusil d'assaut qui va venir éliminer spécialement une zone dans la cellule tumorale pour bloquer un mécanisme de prolifération très particulier. En tout cas, le principe de la thérapie ciblée, c'est d'essayer d'épargner au maximum les cellules saines, au contraire de la chimio. Et puis, la dernière catégorie de médicaments qu'on a dans le cancer du col de l'utérus, et ça, c'est la plus récente, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, le principe, il est complètement différent. C'est-à-dire qu'on s'attaque pas aux cellules tumorales, on vient en fait plutôt booster le système immunitaire. En fait, le système immunitaire, effectivement, il est censé patrouiller dans l'organisme et détecter les cellules tumorales. Sauf que quand le cancer gagne du terrain, c'est comme s'il arrivait à endormir la vigilance du système immunitaire, qui en quelque sorte n'était plus capable d'aller déclencher l'alerte et tolérer la présence de ces cellules cancéreuses. Et donc, quand on fait de l'immunothérapie, on vient en quelque sorte essayer de détruire cette communication délétère qui se fait entre les cellules tumorales et les cellules du système immunitaire, et notamment les lymphocytes T, c'est eux les patrouilleurs. Et avec l'immunothérapie, en fait, on va booster les lymphocytes T et faire en sorte qu'ils se réactivent et qu'ils s'affranchissent de ce signal de mise en veille provoqué par la cellule tumorale. L'immunothérapie toute seule, elle a des résultats assez modestes dans le cancer du col, mais quand ça marche vachement longtemps à cause justement de cette fonction mémoire. C'est un petit peu le même principe que la vaccination finalement. Une fois que votre système immunitaire a enregistré quel était le pathogène et comment l'éliminer, on a des lymphocytes T mémoire qui vont garder ça, en mémoire. Et donc quand l'immunothérapie fonctionne, et c'est là où c'est génial de pouvoir accéder à l'immunothérapie, c'est que ça peut marcher toute la vie, sans avoir besoin de continuer le traitement, même une fois que le traitement est arrêté. Et donc, ce qu'on a fait dans le cas du cancer du col de l'utérus, c'est que on a utilisé la chimio et les thérapies ciblées qu'on avait déjà, et on est simplement venu rajouter en plus l'immunothérapie, qui se fait dans la plupart des cas sous forme de perfusion, toutes les 3 semaines en général. Et donc, ce qu'on cherchait à faire dans le cas de ce protocole, c'était de montrer que le fait d'ajouter de l'immunothérapie, sans enlever ce qu'on avait déjà à disposition comme traitement, permettait d'augmenter l'espérance de vie des patientes. Très bien, donc c'est en ajoutant l'immunothérapie qu'on obtient ce qu'on appelle donc la trithérapie. Voilà, puisque vous avez à la fois la chimio, la thérapie ciblée et l'immunothérapie, ça fait bien 3 catégories de traitement. Et donc vous, Stéphanie, vous ne saviez pas si vous alliez être dans le groupe qui bénéficiait juste de la chimio et de la thérapie ciblée, ou si vous alliez être dans celui où il y avait donc la trithérapie et où on ajoutait l'immunothérapie. Le premier rendez-vous avec le docteur Eberst, effectivement, c'était d'expliquer les fondements de cette trithérapie, les méfaits aussi, parce que la liste était longue de souvenirs, et d'avoir un délai de 48 heures pour dire si oui ou non, je m'embarquais dans cette histoire. Évidemment que quand on s'aperçoit qu'on est enfermé dans une pièce et que la seule petite lucarne possible s'appelle Lauriane Eberst, on y va. On signe, on n'attend pas 48 heures. Et c'est là où la mauvaise nouvelle arrive, parce qu'il en fallait une mauvaise quand même dans cette journée, en plus du fait de s'entendre dire qu'on ne guérirait jamais, ce qui au demeurant est très compliqué, mais on a quand même encore cette petite lucarne, c'est de s'entendre dire qu'il y a effectivement un tirage au sort. Et que là, malheureusement, personne n'y peut rien. Et c'est le système qui est défini ainsi, où il y aura un bras avec effectivement l'ensemble de la trithérapie et un bras avec du placebo. Mais par contre, non, c'est connu. C'est-à-dire que j'ai su, avant de commencer, dans les 3 semaines qui suivaient, j'ai su exactement dans quel bras je me situais, puisque je me souviens très bien de votre appel du lieu où je suis aussi, quand vous m'appelez pour me dire c'est génial, voilà, vous êtes dans le bras avec l'immunothérapie. Donc ça en disait long. Le verbal en disait long déjà à l'époque, bien avant les premières séances. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand on fait de la recherche clinique, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'amener les traitements qu'on pense être efficaces à tout le monde, au plus grand nombre. Donc il y a bien sûr le fait que certains patients acceptent de participer à la recherche clinique, qui est en soi génial, parce que c'est comme ça qu'on avance, et c'est bien pour les patients qui y participent. Dans le cas de Stéphanie, le fait qu'elle ait participé à ce protocole de recherche, c'était bien sûr, évidemment, une super nouvelle pour elle, parce qu'en plus, elle a eu l'immuno. Mais c'était aussi grâce à des gens comme elle qu'on a pu commercialiser les médicaments.
Et donc, depuis que Stéphanie a participé à ce protocole de recherche, les résultats de cette étude ont été publiés. Et il y a eu d'autres essais similaires qui ont été menés et également positifs, donc qui ont réussi à prouver que l'immunothérapie était efficace et qu'il fallait la faire à tout le monde. Et donc désormais, maintenant, ce traitement, il est commercialisé. C'est-à-dire que le cas de Stéphanie qui se présenterait maintenant à ma consultation, on peut lui prescrire d'emblée l'immunothérapie. Mais avant d'arriver à pouvoir commercialiser ce type de nouveau traitement, il faut prouver que c'est efficace. Parce que la sécurité sociale rembourse les traitements s'ils ont fait la preuve de leur efficacité. Et donc, pour prouver qu'un médicament est efficace, on est obligé de faire ces études de phase 3 qu'on appelle les études de phase 3 randomisées, donc avec un tirage au sort, et dont les résultats du tirage au sort sont liés au hasard. Moi, j'utilise souvent l'histoire de la chloroquine et de Didier Raoult en consultation. Quand les gens comprennent pas, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais pourquoi ce tirage au sort ? C'est qu'il nous faut un comparateur. Si vous n'avez pas de comparateur, vous pouvez pas savoir si votre traitement fait mieux. À l'époque du Covid, donc on avait professeur Raoult qui disait que la chloroquine était le traitement révolutionnaire pour le Covid-19 sur la base d'études qu'il avait fait lui-même sans bras comparateur, c'est-à-dire sans randomisation. Et résultat des courses, on a fait dans un deuxième temps des études randomisées, on s'est rendu compte que finalement, une fois qu'on l'a comparé au traitement standard, c'est-à-dire à rien du tout, ça faisait pas mieux. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours avoir un comparateur, parce que sinon vous ne pouvez pas savoir ce que fait le traitement supplémentaire. Si vous voulez savoir ce que fait l'immunothérapie, il faut pouvoir la comparer à un groupe qui n'en a pas, parce que sinon vous ne pouvez pas mesurer son bénéfice, vous ne pouvez pas mesurer ce qu'elle apporte. Donc ça peut paraître, et ça l'est d'ailleurs, c'est assez cruel cette histoire de tirage au sort, parce que au moment où on fait le tirage au sort, il y a que le facteur chance finalement qui rentre en compte. Et moi, en tant qu'oncologue, je me doutais bien que les patientes qui avaient l'immunothérapie allaient peut-être avoir plus de chances de s'en sortir, mais il fallait le prouver. Ça, maintenant, c'est prouvé, c'est chose faite. Et maintenant, tout le monde peut y avoir accès. Mais à l'époque, on n'avait pas testé à grande échelle. Donc, on était obligé de passer par cette étape-là. Dans certains protocoles, on a des tirages au sort 50-50. Parfois, on a aussi des tirages au sort où on essaie de mettre plus de patientes dans le groupe expérimental. Parfois, on a aussi du placebo et ni le médecin ni le patient ne sait qui est dans quel groupe et on a les résultats qu'à la fin. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, cette histoire de tirage au sort, on n'a pas trouvé mieux pour pouvoir prouver l'efficacité de nos nouveaux traitements et de les faire enregistrer et accéder au plus grand nombre. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier de façon générale Stéphanie et toutes les autres patientes qui, partout dans le monde, acceptent de participer à des protocoles de recherche clinique et c'est grâce à elles qu'on avance. Moi, j'avais une autre question aussi pour vous, Stéphanie. C'était justement au cours de toute cette procédure, que ce soit depuis l'annonce aussi l'annonce du tirage au sort, puis le traitement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a permis justement de supporter tout ça, que ce soit un groupe de parole, que ce soit justement votre lien avec l'oncologue, que ce soit votre famille ? Oui, je suis de nature optimiste, donc je vois souvent le verre à moitié plein. Là, j'avoue que ce mois de janvier 2021, j'ai plutôt vu vide. Mais encore une fois, ça n'appartient qu'aux personnes et à nous-mêmes. Donc de prendre la direction qui nous incombe. Et la mienne, ça a été d'aller vers ça va fonctionner, on va mettre toutes nos chances de côté. Les personnes les plus proches, effectivement, sont celles auxquelles on pense le moins. Donc que ce soit la femme, le mari, les enfants, les parents. Parce que quand on a encore nos parents et que malheureusement ils apprennent ça, c'est aussi un cataclysme pour eux. Donc il faut pas se dire il y a moi et les autres on s'en moque. Et après il y a le côté professionnel où là il y a une complication qui va se positionner, c'est est-ce que je le dis et je m'éloigne moi-même d'un monde dans lequel j'évolue, ou est-ce que finalement je ne dis rien et je continue d'être comme j'ai toujours été. Ça a été ma décision. Tout le monde ne l'a pas compris, mais ça a été la mienne et elle a fonctionné. Et Dr Eberst était en accord avec ça aussi, c'était de continuer à vivre. Et c'était d'ailleurs une phrase forte qu'elle avait soumise lors du deuxième rendez-vous, c'était il faut continuer de vivre, boire un verre, manger, sortir, autant que se peut en tous les cas. Et puis ensuite, l'accompagnement se fait sur la première période avec une journée d'hospitalisation qui dure 24 heures et où là, on a les premières injections et on se dit ouf, où est-ce que je vais ? Et l'époque, il y avait les masques.
Donc le regard était très important et le regard est toujours très important. Et Dr Eberst est passé, même après ses consultations de la journée, à 20h. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit que j'étais entre ses mains et que j'étais dans un endroit où finalement la confiance était de mise, le personnel était fantastique. Ça aussi c'est très important et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui possiblement il y aura de plus en plus de recherches à Licence, en tous les cas ici. C'est qu'à un moment, le regard il ment pas et le regard vous emmène là où finalement vous disiez non, j'irai pas, je pourrais pas y aller. Et si vous trouvez de la vivacité, vous y allez et vous emmenez tout le monde avec vous. Mais il faut vraiment faire confiance au personnel. S'il y a vraiment une chose à retenir, c'est que quand vous rentrez dans un hôpital, quel qu'il soit, et notamment en France, ça faudrait peut-être pas l'oublier non plus, c'est que les gens ils sont là pour vous, ils sont là pour essayer de vous emmener le plus loin possible, le mieux possible. Alors oui, des fois, on essuie des désillusions parce que certains examens sont pas forcément au rendez-vous et on se dit oulala, ça repart dans le mauvais sens. Non, il faut vraiment faire confiance à l'humain parce qu'aujourd'hui, oui, il y a la molécule, mais l'humain est très très important. Docteur Ebers, si chez une patiente, un cas de rechute se présente, quels sont les moyens pour y faire face ? Ce cas de figure est malheureusement relativement fréquent. Parce que là, je suis en train de faire ce podcast avec vous, avec Stéphanie, parce qu'elle est en rémission, voire même elle est guérie. Je pense que maintenant, on peut le dire. Il y a des patientes qu'on arrive à guérir, y compris de leur cancer métastatique. Mais malheureusement, ça représente quand même encore une minorité de patients. Donc effectivement, maintenant, on peut proposer l'immunothérapie à tout le monde, mais malheureusement, ça ne marche pas chez tout le monde. Et donc l'essentiel de la recherche à l'heure actuelle dans le cancer du col de l'utérus, c'est deux axes finalement. C'est comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser la réponse à l'immunothérapie et on essaie de comprendre ce qui fait que chez certaines patientes ça marche et chez d'autres pas. Ça va beaucoup nous occuper encore, je pense. Et puis on essaye de voir aussi pour les patientes qui ont eu l'immunothérapie et chez qui ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire. Ces patientes-là, elles ont un pronostic qui est assez catastrophique puisque pour 1 sur 2, au moment où on arrête l'immunothérapie, on a essayé l'immunothérapie et la maladie est encore là. L'espérance de vie, elle est souvent quelque part entre 1 et 2 ans. Donc, c'est extrêmement peu. Et donc, dans ce cas de figure-là, il nous reste ce dont je vous ai déjà parlé, la chimio, certaines thérapies ciblées. Et on a encore une nouvelle catégorie de médicaments qui arrive qui s'appelle les anticorps conjugués. Les anticorps conjugués, le principe, c'est qu'on utilise une thérapie ciblée, un anticorps qui va venir se fixer à la surface des cellules cancéreuses sur lesquelles on vient greffer de la chimio. Donc c'est une espèce de chimiothérapie ultra ciblée qui fonctionne un peu comme un cheval de Troie. On essaye de pénétrer un peu sans se faire reconnaître dans la cellule tumorale et de se déployer une fois qu'elle arrive à l'intérieur de la cellule tumorale. On a de bons résultats avec ce type de stratégie quand on compare aux chimiothérapies classiques. Donc là encore, on a fait à Licence un certain nombre de protocoles de recherche. On a testé ces anticorps conjugués avec des patientes qui ont pu l'avoir avant même que ça soit commercialisé. Ces études-là, elles sont positives et on attend maintenant l'arrivée sur le marché, donc pour la prescription tout venant de ces anticorps conjugués, notamment un médicament qui s'appelle le tisotumab vedotin. Et donc, on espère qu'il devrait être disponible à partir de probablement fin d'année 2024, début d'année 2025. Mais contrairement à l'immunothérapie, c'est un médicament qui permet uniquement de ralentir la progression des cellules tumorales, mais ça ne guérit pas. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, le seul traitement qui permet d'avoir des rémissions prolongées, voire des guérisons pour un cancer du col de l'utérus, c'est l'immunothérapie. Donc on est quand même sur ces deux axes, essayer à la fois de trouver comment faire mieux fonctionner l'immunothérapie en combinant 2 produits d'immunothérapie entre eux, par exemple, ou en les combinant avec des vaccins thérapeutiques, qui est une autre manière de faire de l'immunothérapie. Et puis donc l'autre axe de recherche, c'est quand vraiment l'immunothérapie fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour quand même gagner du temps. Mais malheureusement, c'est des situations assez dramatique. Là, on enregistre, on est donc en septembre 2024. En termes d'innovation, justement, et de recherche, où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a des progrès qui se présentent pour les années à venir ? Alors, les progrès, il y en a heureusement de façon constante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immunothérapie, dans le cas du cancer du col de l'utérus, ça a vraiment été une révolution. Et dans la cancérologie en général, l'immunothérapie, ça a été une vraie révolution. Parce que si on replace le cancer du col de l'utérus dans tout le contexte de l'oncologie, l'immunothérapie, ça permet de guérir un tas de cancers. Cancer du poumon,
cancers du rein, certains cancers de la tête et du cou, certains cancers digestifs, certains cancers du corps de l'utérus. Les premiers protocoles de recherche avec de l'immunothérapie sont arrivés il y a 10 ans. Donc ça a mis du temps pour arriver dans le cancer du col de l'utérus. Et donc ça a pris du temps à démontrer son efficacité. Ça, c'est le temps de la recherche. Il faut parfois des années pour montrer qu'un traitement est efficace entre le moment où vous l'utilisez pour la première fois et vous pouvez le prescrire à tout le monde. Voilà, juste pour dire que des révolutions comme celles qu'on a connues avec l'immunothérapie, on n'en a malheureusement pas chaque année, loin de là. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de l'immunothérapie, on avait eu l'arrivée de la thérapie ciblée qui avait permis de gagner quelques mois d'espérance de vie avec le bevacizumab. Et on essaye bien sûr d'avancer, mais je suis pas sûre que la prochaine révolution soit pour tout de suite. Donc les champs de recherche, ils sont divers. On l'a déjà dit, on essaye de voir pourquoi déjà ça marche pas chez tout le monde, l'immunothérapie. Le système immunitaire, c'est quelque chose qui est éminemment individuel. C'est-à-dire qu'on a chacun le nôtre, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Dans le système immunitaire, je vous ai parlé des lymphocytes, mais il y a des tas d'autres cellules du système immunitaire qui patrouillent dans notre organisme et qui ont des rôles extrêmement précis pour réguler le système immunitaire. C'est vraiment de l'horlogerie de précision. Donc ça, c'est un gros travail de recherche. Et puis donc, il y a cette piste des anticorps conjugués pour les patientes chez qui l'immunothérapie n'a pas marché. Et au-delà de ça, on fait aussi pas mal d'efforts pour essayer d'amener les traitements qui fonctionnent comme l'immunothérapie plus tôt dans le cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire que là, on a parlé d'une maladie qui était métastatique dans le cas de Stéphanie, mais on sait depuis l'année dernière que l'immunothérapie fonctionne aussi quand on la donne plus tôt pour les stades plus localisés, notamment pour les stades 3. Donc les cancers du col de l'utérus ou stade 3, c'est souvent des gros cancers qui peuvent parfois toucher les ganglions qui sont à proximité. Et dans ces cas-là, on fait un traitement avec de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Et donc, depuis l'année dernière, on sait que ajouter de l'immunothérapie en même temps que la radiochimiothérapie et la continuer ensuite, ça permet aussi de diminuer le risque de récidive de métastase. Donc ça, c'est un principe assez général. C'est que quand un médicament fonctionne à des stades avancés, on essaie de les tester à des stades plus précoces, justement pour éviter aux patientes de se retrouver en situation d'avoir une récidive avec des métastases. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans le cancer du col, c'est d'essayer de montrer qu'il faut l'utiliser plus tôt dans le parcours des patientes. Et il y a même des protocoles qui l'ont testé, ce qu'on appelle en néoadjuvant, c'est-à-dire avant même de démarrer la radiothérapie ou la chimiothérapie, on commence par l'immuno, parce qu'on sait qu'en oncologie, l'ordre des traitements, l'ordre dans lequel on fait les choses a probablement beaucoup d'importance aussi. Donc ça, c'est un gros axe de recherche. Et puis je dirais qu'il y a encore un dernier axe, ça n'a pas été le cas pour Stéphanie, mais il y a malheureusement des patientes qui ne supportent pas bien l'immunothérapie, qui font des effets secondaires qui peuvent être parfois graves à cause d'une activation anormale du système immunitaire. Sous l'effet de ce booster qu'est l'immunothérapie, on peut parfois avoir des patientes qui vont déclencher des maladies auto-immunes ou dysimmunitaires. Et quand ça arrive, malheureusement, on est obligé parfois d'arrêter définitivement l'immunothérapie. Et ça, c'est aussi un des grands mystères et une de nos occupations. C'est essayer de comprendre pourquoi certaines patientes ne supportent pas ce traitement et comment on peut faire pour mieux les identifier avant qu'elles fassent une complication parfois grave. La révolution, on l'espère qu'il y en aura d'autres, mais d'approfondir les sujets qui nous tiennent à cœur. Et finalement, c'est aussi en avançant pas à pas qu'on finit par faire beaucoup de chemin. Quand on teste, par exemple, l'immunothérapie à des stades moins avancés, est-ce que le processus est le même que quand Pour la recherche, c'est exactement pareil. D'accord. C'est-à-dire que si on résume un petit peu le développement des nouveaux médicaments en oncologie, l'étape 1, c'est d'essayer de voir sur un petit groupe de patients ce qui se passe quand on utilise un nouveau médicament, de trouver la bonne dose, de trouver le bon rythme d'administration. Une fois que vous avez ces informations-là, vous passez ce qu'on appelle à la phase 2. C'est-à-dire on teste le médicament à plus large échelle, mais toujours sans comparateur et sans faire forcément de tirage au sort. Et ensuite, il y a l'étape 3. On essaye de raccourcir au maximum les différentes étapes de la phase 1 à la phase 3, mais la plupart du temps, il y a quand même
plusieurs années qui s'écoulent. Et quand vous voulez montrer qu'un traitement qui est efficace pour la maladie métastatique et efficace au stade plus localisé, vous pouvez souvent vous affranchir de l'étape 1 et 2, mais pas forcément de l'étape 3. C'est-à-dire qu'il faut toujours et encore se comparer. Donc quand on veut montrer que l'immunothérapie doit être faite en complément du traitement par radiochimiothérapie, on fait toujours pareil. Un protocole avec souvent plusieurs centaines de patientes. Il y a un certain nombre de patientes qui vont être dans le groupe standard, donc qui vont avoir radiothérapie, chimiothérapie, puis rien, surveillance, qu'on fait d'habitude. Et puis l'autre groupe qui va avoir de l'immunothérapie, qu'on va continuer pendant un an ou 2 ans suivant les protocoles. Et donc, depuis l'année dernière, on a un protocole avec un médicament d'immunothérapie. Et on espère que grâce aussi à ce protocole-là et la démonstration qu'on a faite de l'efficacité de l'immunothérapie aussi à des stades plus localisés, on attend la commercialisation de ce médicament qui s'appelle le pembrolizumab. Et on espère qu'il sera disponible d'ici 2025. Et donc ça va être notre nouveau standard, c'est-à-dire que dès qu'on aura ce médicament qui sera disponible, il y aura l'immunothérapie en plus de la radiothérapie, chimiothérapie. Mais malheureusement, la recherche, c'est un processus long. On aimerait toujours aller plus vite parce que quand vous tombez au mauvais moment, quand le médicament n'est pas encore disponible, mais que les essais thérapeutiques sont déjà terminés, c'est dur parce qu'on sait que le traitement fonctionne, mais malheureusement, il n'est pas encore accessible, pas encore remboursé. Finalement, je pense que ce qu'on peut dire aussi pour les patientes qui nous écoutent, c'est si on vous propose de participer à un protocole de recherche clinique, réfléchissez bien sûr, mais ça peut être aussi une super opportunité d'avoir accès à un traitement avant même qu'il soit disponible. Pour terminer, combien de patientes sont traitées à Licence sur une année, par exemple ? Les cancers gynécologiques sont des maladies plutôt un petit peu plus rares. Mais mis bout à bout, ça fait quand même quasiment 600 patientes chaque année qui sont vues à Licence pour le traitement d'un cancer gynécologique, qu'il soit à un stade localisé ou à un stade métastatique. Ça fait quand même beaucoup de patientes, tout ça. Et pour conclure, comme pour la première partie, est-ce que il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou quelque chose qui vous est venu en tête et que vous aimeriez ajouter avant de finir ? Oui, juste ajouter aussi que quand on n'est pas dans le bras avec l'immunothérapie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas soigné. C'est important aussi de le dire aux patientes parce que ça peut être un peu un moment de désillusion. Et que si ça ne fonctionne pas, bien que l'on soit dans ce bras avec l'immunothérapie, il existe d'autres solutions, me semble-t-il, où vous pouvez les rapporter à d'autres essais cliniques parce que possiblement cet essai-là n'était pas finalement le plus probant pour la patiente, mais il est possible d'intégrer d'autres essais. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que dans la recherche clinique, il y a une affaire de timing. C'est-à-dire que parfois vous arrivez juste au bon moment et parfois vous arrivez au mauvais moment parce qu'il n'y a plus de place dans l'étude ou l'étude est terminée. Ou alors vous participez à l'étude et finalement le tirage au sort est fait tel jour et pas de chance, vous n'avez pas le nouveau traitement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas réussi à prouver qu'un traitement est efficace par définition, il est expérimental. Et donc on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, c'est-à-dire que parfois on a l'intuition que le traitement est prometteur et quand vous regardez le résultat de l'étude, vous vous rendez compte que il peut avoir plus d'effets secondaires ou qu'alors en fait il marche pas si bien que ça. Donc de toute façon, avant d'avoir les résultats de l'étude dans sa globalité, on n'est jamais vraiment sûr que ce qui est nouveau est meilleur. S'il peut y avoir une part de déception liée au fait que mince, j'aurais aimé avoir le nouveau traitement et en fait je l'ai pas, la roue tourne parfois. Donc un traitement qu'on n'a pas à un instant donné, on peut parfois y avoir accès dans la suite de son parcours parce qu'il y a un autre protocole qui va venir le tester en rechute, par exemple, ou parce que entre-temps vous allez avoir un médicament qui va finalement être commercialisé. D'ailleurs, maintenant, on a aussi possibilité de prescrire l'immunothérapie à toutes les patientes qui ont eu la chimio sans avoir l'immuno et qui, par exemple, vont récidiver quelques années après. On peut aussi prescrire l'immunothérapie dans ce cas de figure-là. Donc, non, effectivement, je suis d'accord, il faut avoir un message plutôt optimiste, qui est de se dire que, quoi qu'il arrive, on a toujours des traitements à proposer, que la plupart des cancers, le cancer de l'utérus comme des tas d'autres cancers, se soignent. Et c'est ça la bonne nouvelle, et qu'on progresse en permanence dans ce qu'on peut proposer. Donc, quand ça ne veut pas à un moment donné, parfois ça peut marcher plus tard. Et la sémantique aussi a son importance. Souvent, quand on
on dit à quelqu'un « je vais démarrer un protocole de chimiothérapie », la torpeur se lit dans les yeux de la personne. Et parfois Google est notre ami et c'est une bêtise, mais quand le monde s'arrête sur des périodes de vacances, de fêtes, de Covid, où voilà, on a tous un peu cette maladresse d'aller chercher des informations. Chimiothérapie aujourd'hui, ça veut dire chimique et thérapie. Donc en soi, c'est pas un gros mot, loin de là. Et le cancer n'est pas une fatalité, c'est juste aujourd'hui une pathologie qui est prise très au sérieux et avec des solutions miracles, on peut dire ça aussi. Je pense que c'est un bon point ce que vous dites, c'est-à-dire que la chimiothérapie, c'est quand même encore à l'heure actuelle un des piliers du soin de beaucoup de cancers. Et dans l'imaginaire de beaucoup de gens, ça reste un traitement extrêmement lourd. On va pas se mentir, bien sûr. C'est un traitement lourd. Par contre, on a fait aussi énormément de progrès dans ce qu'on appelle les soins de support. Tout ce qui vient en renfort de la chimio pour aider à la rendre moins pénible, à la supporter le mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vivre quasiment normalement sous chimio, parce que vous en avez eu aussi, hein. Totalement. Voilà. Quelques petites exceptions prêtes, mais... Voilà, bien sûr. On n'a toujours pas trouvé de solution miracle avec votre protocole, avec la chimiothérapie qu'on utilise dans le cancer du col de l'utérus. Malheureusement, elle fait perdre les cheveux. Celle qu'on utilise dans ce cas de figure-là. C'est pas le cas de toutes les chimiothérapies. Mais pour le reste, on n'a plus de problème de nausée, ou quasiment plus, à de rares exceptions près. On arrive à anticiper certains effets secondaires et en adaptant les doses, en espaçant parfois aussi le rythme des perfusions. On arrive toujours à faire en sorte que ce soit supportable. Et ça, je pense que aussi, c'est un message important. C'est que la chimiothérapie, certes, c'est jamais un bon moment, hein, dans son parcours de soins, faire de la chimio. Personne n'a fait de gaieté de cœur. Mais on est arrivé à faire en sorte que ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, il faut arriver aussi à dépasser ces préjugés sur la chimio, que ça rend très malade. C'est de moins en moins vrai. La plupart des patientes, y compris très âgées, hein, j'ai en tête le cas d'une patiente qui a 94 ans, à qui j'ai fait le même protocole de chimiothérapie que vous, et chez qui ça s'est extrêmement bien passé. Voilà. Donc ça aussi, c'est un message d'espoir. Et je voudrais juste compléter, voilà, le cas de Stéphanie, c'est un cas, je dirais, un petit peu emblématique des progrès qu'on a pu faire, parce qu'elle a eu l'immunothérapie à une époque où elle n'était pas commercialisée, donc d'autres malheureusement pas eu cette chance-là. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que ça s'est extrêmement bien passé dans votre cas. Et ça c'est génial. Je pense qu'effectivement, le mental, il joue pour beaucoup. Mais pour autant, je voudrais dire aussi aux patientes qui se sentent pas bien sous chimio, qui n'arrivent pas à aller travailler, que ça peut être normal aussi. Donc chacun fait comme il peut, et s'il y a des patientes qui nous écoutent qui sont en arrêt maladie parce que juste c'est impossible pour elles d'aller bosser, et ben il n'y a pas de problème avec ça non plus, hein. Oui, parce qu'encore une fois, ça dépend le métier que l'on fait et la société avec laquelle on travaille qui permet ou pas justement de pouvoir adapter et de pouvoir continuer d'avoir une activité normale. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ? Moi, je dirais merci. Eh ben moi je dirais merci Stéphanie, ouais, d'avoir accepté de témoigner. C'est quand même pas hyper facile de faire cet exercice-là. Savoir que derrière on va être écouté, hein, c'est quand même le but. Merci, et donc encore une fois merci à toutes les patientes qui nous font confiance, et aux familles qui nous font confiance. Si vous aimez ce podcast, favorisez-le en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.